Voilà, donc nous sommes dans une sorte de sas qui va nous permettre de clore la longue plage Moyen-Âge et entrer dans ce qu'on appelle les temps modernes. Le document généalogique est important par rapport à cette séquence. C'est un document sur lequel on a la maison de Savoie. On a également la maison de France, on va plutôt dire les maisons, puisque on va voir que la succession sur le trône de France est assez chaotique et que ça va impliquer plusieurs familles. Il y a incidemment la maison de Portugal et puis il y a à l'extrémité la maison d'Autriche et d'Espagne, c'est la même, ce sont les Habsbourg. Et ça fait déjà prendre conscience d'une chose, c'est qu'on est vraiment dans une phase où l'histoire de la Savoie est plus encore que ce qu'on avait pu découvrir jusque-là, est plus encore une histoire européenne. On verra aussi les multiples interactions qu'il peut y avoir entre l'histoire de la France et l'histoire de la Savoie à cette époque, ne serait-ce que d'un point de vue généalogique. Commençons par quelques points de repère au niveau de la Savoie, sachant que le tableau généalogique se lit comme un arbre généalogique descendant. Et pour la Savoie, le premier personnage cité, c'est Amédée-Huit, donc le dernier comte, premier duc. Et sur les fiches généalogiques que vous avez, la troisième se termine justement par Amédée-Huit. Donc de cette manière-là, vous pourrez faire facilement le lien. Donc, Amédée-Huit, je rappelle qu'à un moment donné de son existence, au moment où il souhaitait prendre une retraite, il va être appelé par le concile de Bâle, qui se rebelle contre le pape de Rome, et qui va faire d'Amédée-Huit un pape, sous le nom de Félix V. Et à ce moment-là, c'est le moment où le fils aîné d'Amédée-Huit, donc Louis Ier, va devenir duc. Le passage ne se fait pas à la mort d'Amédée, puisqu'il devient pape, donc c'est à ce moment-là que Louis Ier devient le deuxième duc de Savoie. Pour le situer très rapidement, vous voyez que Louis a épousé Anne de Lusignan. C'est une famille, la famille de Lusignan, c'est une famille assez prestigieuse qui a acquis des titres lors des croisades. Alors c'est plus honorifique que vraiment une fonction, mais donc dans leur titulature, ils sont rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. Et bien sûr, cette titulature, elle va passer dans la maison de Savoie. Donc les Savois ne manqueront pas de se dire rois de Chypre et de Jérusalem. On aura l'occasion, en évoquant le XVIIIe siècle, de voir une armoirie complète. Vous verrez comment ces éléments apparaissent. Donc, Louis Ier, Anne de Lusignan, le pape qui était leur contemporain aurait dit « c'est l'union d'un homme incapable de commander avec une femme incapable d'obéir ». Toutes les féministes sont en train d'applaudir, mais il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Venant d'un pape à cette époque-là, ce n'est pas un compliment. On est donc dans une époque où il y a une très grande proximité
entre la France et la Savoie. Celui qui va succéder à Louis Ier, c'est Amédée IX. Amédée IX est donc le troisième duc, et vous pouvez voir sur l'arbre généalogique qu'il épouse Yolande de France, qui est donc la fille du roi Charles VII. Voilà, je continue rapidement. Vous voyez ensuite que ça devient sans doute un peu plus chaotique, puisque le fils aîné d'Amédée IX est Philibert Ier, mais il décède, il a 17 ans, mais donc sans descendance. Ensuite, on a Charles Ier qui va lui succéder, et suite à Charles Ier, on a son fils, Charles-Jean Amédée. Alors, certains historiens en font un Charles II. Après, à vous de vous en rendre compte. Si vous trouvez un Charles III quelque part, c'est qu'on l'a compté comme deux. Aujourd'hui, on le laisse plutôt sous la simple dénomination de Charles-Jean Amédée, pour la bonne raison que c'est le sixième duc. Mais est-ce qu'il a vraiment régné? Il devient duc, il a 9 mois, et, parce que c'est la mort de son père, tout simplement, et il meurt à un peu moins de 7 ans. Donc, à ce moment-là, on voit donc dans la branche qu'on évoquait, Philibert Ier, il n'y a pas de descendance. Dans la branche de Charles Ier, la descendance vient de s'éteindre avec la mort du très jeune duc Charles-Jean Amédée. Donc ça veut dire qu'il faut remonter aux enfants de Louis Ier d'Anne de Lusignan, et c'est là qu'apparaît un frère d'Amédée, IX, qui est donc Philippe II. Et le Philippe II en question, c'est donc le grand-oncle du jeune duc qui vient de décéder. Et en première noce, il a épousé une femme qui appartient à une grande famille de France, qui est Marguerite de Bourbon. Et devenu veuf, il épousera ensuite Claudine de Brosse. On peut signaler une chose, je vous l'ai mis, vous pouvez le repérer facilement sur l'arbre généalogique. Amédée IX et Philippe II ont une sœur qui s'appelle Charlotte, Charlotte de Savoie, et Charlotte épouse un personnage bien connu de l'histoire de France, puisqu'elle épouse Louis XI, elle devient reine de France, et elle sera la mère de Charles VIII. Ces armoiries, vous pouvez les trouver sur le petit livret à la page 45. Ce sont des armoiries qui marient les armes de France et les armes de Savoie. Ce sont des armoiries coupées pour avoir les deux éléments. Donc, ça veut dire qu'on a un double mariage. Deux enfants de Charles VII, roi de France, épousent deux enfants du duc Louis Ier de Savoie. Yolande de France a épousé Amédée IX de Savoie, et Louis XI de France a épousé Charlotte de Savoie. Je vous laisse réfléchir, mais attention aux mots de tête. Ça veut dire en gros que par rapport à Amédée IX, sa sœur est devenue sa belle-sœur. Ce qui est important, c'est de se dire que la Savoie joue un rôle important dans la succession dynastique de la Maison de France, et inversement, la Maison de France joue un rôle important en Savoie. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans cette période de l'Alliance française, qui avait commencé déjà du temps des Amédée VI, Amédée VII,
alors que vous vous souvenez sans doute que pour les prédécesseurs, bon, toute la famille de Thomas Ier, on était plutôt dans une alliance qui était une alliance anglaise. Donc diplomatiquement, la Savoie a été très en lien avec l'Angleterre, elle est maintenant en lien très étroit avec la France. Charles VII, Louis XI, que je viens d'évoquer rapidement, ce sont des gens, et Charles VIII bien sûr, ce sont des gens qui appartiennent à la branche qu'on appelle les Valois. La mère de Charles VIII est donc une Savoyarde. Les fils de Charles VIII vont tous décéder jeunes, et la couronne de France va donc devoir passer à une autre branche. C'est un cousin de Charles VIII qui lui succède, c'est Louis XII, et on est dans ce qu'on appelle la branche des Valois-Orléans. Alors, je dis tout de suite une chose, mais on reviendra ensuite à la France, c'est que ce roi de France qui est Louis XII, il va être marié à 3 reprises, mais malgré cela, il n'y aura pas de descendance mâle, puisque, encore une fois, la France de cette époque, comme la Savoie, pratique la loi salique, donc uniquement la descendance mâle compte pour la succession. Alors, si on revient à la Savoie, nous en étions à Philippe II, qui était le 7e duc, même si Philippe II n'est que le petit-fils d'Amélie VIII. Mais voilà, il y a toute cette succession un peu difficile. Celui qui nous succède, bon, c'est son fils, qui est Philibert II, qui va épouser en seconde noces Marguerite d'Autriche. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, on a une relation avec une autre très grande famille européenne, qui est donc cette famille d'Autriche. Et on y reviendra. Pour l'instant, donc, je signale simplement que Philibert II meurt sans descendance. Pas sans mourir, mais il meurt sans descendance. Va lui succéder, alors celui qui est son demi-frère, non pas la même mère, c'est Charles II, donc fils de la seconde épouse, Claudine de Brosse, et qui devient donc le 9e duc. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, Charles II, à la condition de ne pas mettre de numéro au petit Charles-Jean Amédée. Si le petit Charles-Jean Amédée, vous lui mettez un 2, Charles II devient Charles III. Donc ça, c'est pas fondamental. Philippe II ont aussi une fille qui s'appelle Louise, personnage bien connu, puisque si on la dénomme par rapport à ses origines, c'est Louise de Savoie. Et Louise de Savoie, elle va épouser Charles d'Orléans. Charles d'Orléans qui est comte d'Angoulême. Donc les armoiries de Louise de Savoie vont combiner à la fois les armoiries des Angoulême et celles de la Savoie. Et ça va devenir un personnage très important par rapport à la suite de notre histoire. Donc, pour l'instant, nous en sommes à ce point où nous avons Charles II qui est duc de Savoie, en signalant qu'il a épousé donc, Béatrice de Portugal,
Et nous savons aussi qu'en France, Louis XII va décéder sans laisser de descendance mâle. Crise dynastique dans la maison de France, c'est la fin des Valois, on l'a vu, c'est la fin des Valois-Orléans, et on va voir que la résolution de la crise, elle va passer par la Savoie. Grand amour entre la Savoie et la France. Et ce qui est un peu nouveau, c'est que la Savoie crée des liens avec la maison d'Autriche qui vont passer également par le Portugal. Donc, si vous n'êtes toujours pas convaincu que la bonne jauge pour appréhender l'histoire de la Savoie, c'est l'histoire européenne, votre cas est désespéré. Alors, maintenant, gardons sous les yeux notre tableau généalogique. Alors, en signalant une chose, c'est que parfois il y a des doubles flèches, enfin plutôt une flèche avec une pointe à chaque extrémité. Ça veut dire que c'était un peu trop compliqué de rester dans quelque chose de lisible si certains personnages n'étaient pas inscrits deux fois. Donc, voilà, c'est simplement ça. Et puis, quand vous avez des rectangles colorés, ça permet de retrouver des personnages qui ont joué un rôle dans deux maisons différentes, suite à des mariages, bien sûr. Alors, en France, Charles VIII meurt sans descendance mâle. La mère de Charles VIII, c'était une petite fille d'Amélie VIII, donc Charles VIII est un arrière-petit-fils d'Amélie VIII. Et la couronne de France, donc, elle va passer maintenant à une branche cadette, et cette branche cadette, c'est celle qu'on appelle les Valois-Angoulême. Donc, cette branche, elle est représentée par Charles d'Orléans, et Charles d'Orléans, c'est l'époux de Louise de Savoie. Donc, ça veut dire que c'est pas trop complexe, ils sont ici. On est, voilà, la branche de ceux qu'on appelle les Valois-Angoulême. Charles d'Orléans meurt en 1496 et il a un fils, François, qui est né 2 ans auparavant. Et c'est ce fils, François, il n'y avait pas eu de François dans la maison de France jusqu'à cette époque, et on va donc lui donner le numéro 1. Ce François Ier, il est choisi par Louis XII. Louis XII, voyant qu'il n'a pas de descendance mâle pour lui succéder sur le trône de France, prend cette décision que c'est François qui, au moment de la mort de Louis XII, va lui succéder. Et donc notre François, dont la maman est savoyarde, va être sacré roi de France le 25 janvier 1515, et une fois de plus, donc, il y a un roi de France avec une maman savoyarde. Donc, François Ier est donc l'arrière-arrière-petit-fils d'Amélie VIII. Il est le neveu des ducs successifs, les deux frères Philibert II et Charles II de Savoie. Et François Ier va donc épouser Claude de France, qui est la fille de son prédécesseur, donc la fille du roi de France Louis XII. Pour la petite histoire, c'est la fameuse reine Claude. Je signale aussi
que François Ier a une sœur qui s'appelle Marguerite, et Marguerite épouse Henri, roi de Navarre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ce mariage, la Marguerite en question, c'est la grand-mère du futur roi Henri IV. Donc, Louise de Savoie, c'est la mère de François Ier et c'est l'arrière-grand-mère d'Henri IV, qui a donc lui aussi du sang savoyard. Alors, dans la succession savoyarde, je navigue un petit peu d'une branche à l'autre, mais c'est pour arriver au point où on va vraiment rentrer dans l'action. Voilà, je dis les choses, vous pouvez retrouver tout ça sur un petit livret, plus particulièrement les pages 48-49. Philibert II, donc celui qui est le 8e duc de Savoie, il a épousé en première noce sa petite cousine, Yolande de Savoie, et donc en seconde noce, Marguerite d'Autriche, de la famille des Habsbourg. Et cette Marguerite d'Autriche, elle est la tante de Charles Quint. Vous connaissez au moins deux noms, et tout le monde sait que Charles Quint sera un futur empereur. Je signale, parce que ça c'est très important dans le patrimoine de la Savoie, c'est que Marguerite fera construire pour son époux défunt le mausolée de Brou. Elle est veuve à 24 ans de Philibert, qui meurt en 1504, et elle décide de faire bâtir aux portes de Bourg-en-Bresse le monastère, qu'on appellera par la suite le monastère royal de Brou, pour abriter 3 somptueux tombeaux, ceux de Philibert, celui de la mère de Philibert et le sien propre. Charles II, 9e duc, parfois désigné sous le nom de Charles III, je n'y reviens pas, c'est donc l'oncle du roi de France, François Ier, à partir donc, de 1515. Il a épousé Béatrice de Portugal, qui est la fille du roi de Portugal. Et vous voyez, ça fait comprendre une chose, c'est que ce titre de duc, il a certainement, j'allais dire, fait monter les choses d'un cran. Aujourd'hui, les mariages ne sont plus des mariages avec des comtes et des comtesses, mais ce sont plutôt des mariages royaux que fait la maison de Savoie. Cette Béatrice de Portugal, elle a une sœur qui s'appelle Isabelle, et cette sœur, c'est l'épouse de Charles V de Habsbourg, Charles V, c'est-à-dire Charles Quint. Donc ça veut dire que par les femmes, Charles de Savoie, c'est le beau-frère de Charles Quint. Alors Charles Quint, chacun pourra approfondir, mais pour dire les choses rapidement, il est quoi? Il est roi des Espagnes. Alors pourquoi on dit roi des Espagnes? C'est tout simplement parce qu'il y a l'Espagne géographique, mais il est roi aussi de la Nouvelle-Espagne. Et la Nouvelle-Espagne, c'est quoi? C'est une région immense. En gros, c'est le Mexique d'aujourd'hui, c'est l'Amérique centrale, c'est toute la partie sud des États-Unis, c'est le Pérou et c'est la Colombie. Donc, roi des Espagnes, duc de Bourgogne, ce qu'on appelle à cette époque les Pays-Bas bourguignons, ce sont les Pays-Bas actuels, mais c'est aussi la Belgique, c'est une partie du nord-est de la France d'aujourd'hui. Il est roi de Naples
et des deux Siciles. Ça veut dire qu'il a, en gros, une fois qu'on a passé Rome, tout le sud de l'Italie. Il est duc de Milan, donc il possède un territoire très important dans l'Italie du Nord, et il est enfin archiduc d'Autriche. Donc, vous avez une carte, page 50. Comme c'est une planisphère, bon, ben, c'est vrai qu'on a un peu de mal au niveau de l'Europe, mais ça veut dire que c'est le plus grand souverain européen, et c'est aussi celui dont le règne comporte le plus de colonies américaines, Amérique du Sud, Amérique centrale et une petite partie de l'Amérique du Nord d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de qui est notre Charles II. Charles II, c'est le neveu du roi de France et c'est le beau-frère de celui qu'on pourrait appeler l'homme le plus puissant du monde. On ne peut pas rêver mieux, sauf qu'on sait très bien que les plus grands rêves deviennent facilement les plus grands cauchemars. Parce que tout va bien si François Charles Quint s'entendent. Mais François Ier et Charles Quint vont devenir les plus grands ennemis du monde. Pourquoi? Parce que, tout simplement, suite à la mort de Maximilien Ier, qui était le grand-père de Charles Quint, l'élection est ouverte au niveau du Saint-Empire romain germanique. J'ai eu l'occasion de vous expliquer que le Saint-Empire romain germanique, ce n'est pas un titre héréditaire, mais c'est un titre électif. Et donc, à la mort de chaque empereur, il faut que les princes électeurs en désignent un autre. Et il se trouve que Charles Quint postule pour remplacer son grand-père en tant qu'empereur. Voilà, encore une fois, ça ne lui donne pas une préséance sur les autres impétrants. Et qui est l'autre bien placé dans cette course? C'est François Ier. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que d'abord, les repas de famille, plus question de les organiser, on ne peut pas avoir François Ier et Charles Quint à la même table, et ça veut dire que notre Charles II de Savoie, il va donc devoir choisir. On ne peut pas être à la fois, même si on est parent des deux, ça c'est pas remis en cause, mais on ne peut pas être à la fois l'ami de François Ier, roi de France, et de Charles Quint. Et tout ça nous amène donc à l'année 1536, qui est un peu le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille parce qu'il va falloir que Charles II choisisse. Il va falloir qu'il choisisse. Et quel choix est-ce qu'il va faire? De quel côté est-ce qu'il va se tourner? Alors, tout ça se passe dans une sorte de saga aux multiples épisodes. C'est ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Alors, on range sous ce titre générique une suite de conflits. Au total, il va y avoir 11 guerres d'Italie pendant une période relativement courte. Alors, on précise bien, quand on dit guerre d'Italie, il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Italie qui sera en guerre contre l'autre. Ça veut simplement dire que ce sont des batailles qui se passent sur le territoire géographique de la péninsule italique, et elles
elles sont menées par les souverains français à partir du XVe siècle et au cours du XVIe siècle, parce que les rois de France estiment qu'ils ont des droits héréditaires sur le royaume de Naples et sur le duché de Milan. Donc vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. C'est que si les rois de France estiment avoir des droits et sur Naples et sur Milan, ça veut dire qu'ils rentrent en opposition avec Charles Quint. Donc il y a deux oppositions. Il y a cette course pour remplacer Maximilien Ier comme empereur de cet empire romain germanique, et d'autre part, il y a ce contexte explosif des guerres d'Italie. Vous en connaissez au moins une, si on vous dit Marignan, l'année même du sacre de François Ier, c'est la 5e guerre d'Italie, c'est sans doute la plus connue, ne serait-ce qu'au niveau de la date. Alors, celle qui va nous intéresser, j'en arrive à cette date de 1536, c'est la 8e guerre d'Italie. Elle va durer 2 ans. Qu'est-ce qui l'occasionne? Le duc de Milan, qui est François II Sforza, en 1535, il meurt et Charles Quint va revendiquer le duché pour son propre fils Philippe. François Ier va revendiquer pour lui-même le duché de Milan. Donc, voilà, le contexte, il n'y a plus de personnage qui sur place occupe la place, il n'y aura pas de successeur Sforza, donc Charles Quint dit c'est aux Habsbourg que ça appartient, et François Ier dit non, ça c'est français. Et donc là, il n'y a plus moyen de concilier quoi que ce soit, il faut choisir son camp. Et la Savoie choisit le camp des impériaux, c'est-à-dire elle choisit le camp de Charles Quint. Alors on peut trouver ça un peu bizarre, se dire mais ils n'ont pas arrêté de se marier avec des Françaises et de donner leur sœur à des Français, et puis voilà que d'un seul coup ils se tournent du côté autrichien ou espagnol, c'est pareil. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la Savoie, traditionnellement, et dès le départ, elle a été l'alliée du Saint-Empire. N'oubliez jamais le rôle joué par Humbert, dès 1032, dans la guerre de succession de Bourgogne. Et Humbert, c'est quand même lui qui, quelque part, permet ce rattachement, non seulement de la Savoie, mais de tout l'ancien royaume de Bourgogne, au Saint-Empire. Et il ne faut pas oublier non plus que celui qui a fait d'Amédée VIII comte de Savoie, Amédée VIII duc de Savoie, c'est l'empereur. Sans l'empereur, le comté ne serait pas devenu un duché. Donc, ça va entraîner la première occupation française. Si je dis première, vous faites tout de suite une déduction très intelligente, c'est qu'il va y en avoir d'autres, et vous verrez qu'il y en aura beaucoup. Alors, cette première occupation française, ce sera d'ailleurs la plus longue, mais il faut la serrer en 2 étapes. Il y a d'abord, de 1536 au mois de juin 1538, vous pouvez presque retenir la date du mois de juin, c'est le 18 juin 1538. La Savoie, alors quand je dis la Savoie, là ça veut dire de part et d'autre des Alpes. C'est la Savoie occidentale et orientale, est occupée par la soldatesque française, des troupes qui, dans le contexte de l'époque, sont importantes, puisqu'on estime qu'il y a eu 40 000 soldats français qui ont occupé le territoire du duché. Alors, l'objectif, c'est quoi? Dans
c'est d'essayer de prendre de force le duché de Milan. Et donc, à la mi-juin 1538, c'est le pape qui joue les médiateurs. Il y a des pourparlers qui s'engagent, et le pape est vraiment le médiateur, hein, parce que François Ier et Charles Quint refusent de s'asseoir autour de la même table. Ce n'est pas la table qui fait 15 mètres de long, hein. Là, ils ne veulent pas être dans la même pièce. Donc, le pape qui menait les pourparlers était obligé de discuter avec l'un, de passer dans l'autre pièce pour discuter avec le second, pour ensuite aller répercuter les avancées auprès du premier, etc. Donc, un travail remarquable. Et le 18 juin 1538, c'est ce qu'on appelle la paix de Nice, tout simplement parce que c'est signé à Nice. Et c'est quoi la paix de Nice? C'est un compromis. Et dans un compromis, il y a toujours quelqu'un qui fait les frais. Et qui va faire les frais de la paix de Nice? C'est ni les Français, ni les Austro-Espagnols, mais ce sont les Savoyards. Pourquoi? Parce que François Ier accepte de renoncer au duché de Milan. Il dit, d'accord, le duché de Milan, ce sont les Habsbourg, à la condition que Charles Quint lui reconnaisse une compensation. Et quelle est la compensation qui est demandée à Charles Quint? C'est le duché de Savoie. Et si on se permet de demander à Charles Quint le duché de Savoie, c'est bien la preuve que, dans la tête de tous, la Savoie, ça dépend du Saint-Empire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Savoie, elle a fait le mauvais choix, quoi. Il ne fallait pas se tourner du côté de l'Empire à ce moment-là. Le roi de France, même si c'est Tonton, hein, qui est à la tête du duché de Savoie, François Ier va se venger en annexant purement et simplement la Savoie. Donc ça, c'est un point que même les historiens on peut relever, c'est que la Savoie n'est pas devenue française la première fois en 1860, pas même en 1792 avec les troupes révolutionnaires, mais en 1538 par la paix de Nice. Et cet épisode, il va durer jusqu'en 1559. Donc, paix de Nice, les Habsbourg ont le duché de Milan, en compensation, la France a le duché de Savoie. Et ça veut dire que si on totalise les 2 années qui sont 2 années d'occupation, les 2 années de guerre, donc 1536-1538, plus le temps que va durer cette annexion, eh bien, au total, c'est 23 ans. C'est-à-dire que la séquence finale va être en 1559. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, on peut faire une comparaison. Vous voyez, c'est comme si les Allemands venus occuper la France en 1940 n'en étaient partis qu'en 1963. 1940-1963, c'est la même chose temporellement que 1536-1559. Donc, ça veut dire que là, on a vraiment un épisode qui nous montre une chose, c'est que la Savoie, et je parle toujours de la Savoie au sens large, c'est-à-dire ce qui est de part et d'autre des cols savoyards, c'est un sas entre la France et la péninsule italique, et comme cette péninsule italique va devenir de plus en plus un enjeu convoité, ben, ça veut dire que ça fragilise d'autant plus la Savoie. 1536, c'est aussi, pour parler comme la reine d'Angleterre, c'est par excellence l'annus horribilis. En précisant bien que annus, en latin, veut dire année. Annus horribilis, pourquoi? Parce que c'est la même année que la Savoie va perdre
tous ces territoires suisses. Pas pour les mêmes raisons, mais pas son lien, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que ça se passe en 1536, au moment où la Savoie est occupée, au moment où elle est fragilisée, et au moment où elle ne peut pas répondre en Suisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Révolte de Genève, le pays de Vaud, le pays de Gex, les bailliages de Termier, de Gaillard, tout le Chablais occidental sont enlevés par les Bernois. Le comté de Romont, donc dans le canton de Fribourg aujourd'hui, le comté de Romont est pris justement par les Fribourgeois. Le Bas-Valais est pris par le reste des Valaisans. Et tout cela se fait dans le contexte d'une guerre de religion, en profitant de l'occupation de la Savoie. Je vous l'ai dit à multiples reprises, le grand principe du Moyen-Âge, bien au-delà, c'est que la religion du roi, c'est la religion du peuple. Et le duché de Savoie est un duché catholique, mais qui se heurte en cette année 1536 à des voisins qui, pour certains, ont largement adopté la réforme, donc sont devenus protestants à la suite de Calvin, de Luther, etc. Donc ça veut dire que tous ces territoires qui, en quittant la Savoie, ce sont des territoires qui vont quitter le catholicisme pour devenir des territoires d'obédience réformée. On verra qu'après 1559, il y aura une question qui restera posée. Disons qu'en gros, ce qui est suisse aujourd'hui le devient à ce moment-là, mais ça concerne aussi le Chablais, qu'on appelle aujourd'hui le Chablais français, et là, il y aura tout l'épisode, en particulier avec Saint-François de Sales, mais j'y reviendrai en détail. Alors, 1559, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut prendre conscience d'une chose. Les protagonistes de 1536, ils s'appellent François Ier, il s'appelle Charles II et il s'appelle Charles Quint. 23 ans plus tard, aujourd'hui, 23 ans, ça peut paraître, par rapport à une vie humaine, ça peut paraître court. À l'époque, c'est une génération. Donc ça veut dire qu'en 1559, François Ier est mort, et en France, on pouvait retrouver sur le tableau généalogique des personnages que j'évoque maintenant, c'est son fils Henri II, donc, qui est devenu roi de France. Au niveau de Habsbourg, Charles Quint est remplacé par son fils Philippe II, qui est devenu roi d'Espagne, et Charles II, duc de Savoie, a été remplacé par Emmanuel Philibert. Emmanuel Philibert qui est dans une position un peu particulière, parce qu'il est devenu un duc de Savoie, avec une partie des territoires qui sont maintenant, qui ont été annexés par la France. Cet Emmanuel Philibert, il a grandi et il a été formé à la cour de Charles Quint. C'est quelqu'un qui a d'énormes qualités et, entre autres, ces qualités font qu'il a été nommé le commandant en chef des troupes impériales. Il porte le titre de lieutenant général des troupes impériales. Et à ce titre, c'est lui qui va devoir mener une bataille
très importante au nom de son cousin Philippe II contre les troupes d'Henri II de France. Et en particulier, c'est la bataille de Saint-Quentin. La bataille de Saint-Quentin, le plus fort de la bataille, parce qu'on ne peut pas limiter une bataille à une journée, mais disons que le moment décisif, c'est le 10 août 1557. Emmanuel Philibert est à la tête, excusez du peu, de 60 000 hommes, et il va remporter une victoire écrasante. La France, ce jour-là, perd les 2 tiers des combattants qu'elle avait engagés dans la bataille. Alors que les pertes du camp impérial sont des pertes minimes. Ce jour-là, on peut dire, parce que peut-être que ça fait écho à des choses qui se passeront plus tard, Saint-Quentin, on est dans le nord de la France. Voilà, ce à quoi je veux faire allusion, vous savez, des troupes ennemies qui traversent la Belgique, qui rentrent en France par le nord de la France, c'est l'épisode 1914, et ce sera l'épisode 1940. Donc, en 14, ça ne marche pas, en 40, ça fonctionne. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir la route de Paris. Bien, on peut dire que, quelque part, le 10 août 1557, la route de Paris était ouverte avec éventuellement la conséquence de mettre la France, le royaume de France de cette époque, sous la tutelle des Habsbourg. Finalement, Philippe II y renonce, mais il y renonce pourquoi? Il y renonce parce qu'il sait qu'il est maintenant définitivement, enfin, au moins pour un certain temps, dans une position de force que personne ne conteste, et ça veut dire qu'au niveau des négociations qui vont s'ouvrir, il peut imposer sa volonté. Donc, dans les livrets, à la page 55, vous avez la petite carte qui vous permet justement de repérer Saint-Quentin par rapport à Cambrai. À proximité de Cambrai, il y a une petite commune qui s'appelle Cateau-Cambrésis. Cateau-Cambrésis, c'est là où va être négociée la paix entre la France et les Habsbourg et leurs alliés. Il faut bien voir que si Emmanuel Philibert a pris la tête des troupes, si il est le vainqueur sur le terrain, il ne va pas rester inactif. Et les traités, parce qu'il y en a plusieurs, il y a énormément de choses à régler, ils sont signés au mois d'avril 1559, donc les 2 et 3 avril précisément. On dit souvent qu'au niveau de la diplomatie européenne, la paix de Cateau-Cambrésis est certainement l'un des événements les plus importants du XVIe siècle. Et c'est en particulier ce qui va vraiment marquer la prédominance espagnole en Europe. Donc, au niveau de la Savoie, les conséquences sont sans ambiguïté. La France doit rendre le duché de Savoie avec les principales places. Ce qui intéressait les Français, c'était l'ensemble du territoire, mais c'était aussi de disposer de places fortes, que ce soit en Piémont, dans le Bugey, la Bresse, etc. Donc tout ça est restitué au duc de Savoie, Emmanuel Philibert, parce que Emmanuel Philibert, encore une fois, a été l'allié de Philippe II. Il retrouve les terres de son père, à une exception près, mais ça,
le traité n'avait pas à en tenir compte, puisque, encore une fois, c'est en même temps, mais c'est pas en dedans, ce sont les territoires suisses. Les territoires suisses, ça c'est terminé, puisque, encore une fois, ce sont des territoires qui maintenant ont adopté la réforme et qui ont quitté le giron savoyard. Un bon traité, c'est quelque chose qui se discute. Il y a un moment où on arrête de discuter, donc à ce moment-là, on signe, mais un bon traité, il doit aussi se matérialiser par des choses qui vont perdurer. Et c'est très bien que cette époque, ce qui fait perdurer un traité, c'est un mariage. Et le mariage, peut-être que par rapport au traité, il a un point important. C'est que le traité, bon, à la fin du traité, il faut faire en sorte que personne soit totalement humilié, sinon c'est le traité de Versailles. Et le traité de Versailles, on sait très bien comment ça se termine, c'est une autre guerre mondiale 20 ans plus tard. Mais il y a quand même une arme diplomatique qu'on a perdue aujourd'hui. C'est que suite à un traité, il y a des mariages. Et les mariages, ça sert à redonner des équilibres. Donc l'équilibre, ça va être quoi? Ben, Emmanuel Philibert n'est pas marié. Donc on va en profiter pour le marier. Et qui est-ce que Emmanuel Philibert va épouser? Il va épouser Marguerite de Valois, qu'on appelle aussi Marguerite de France, qui est la sœur d'Henri II. Donc, vous voyez, comme quoi le mariage, c'est le sparadrap par excellence, hein, puisqu'on a tué je ne sais pas combien de Français, mais on redevient en quelque sorte amis des Français, puisqu'on épouse la sœur du roi de France. Mais la sœur du roi de France, c'est la fille de François Ier. Si c'est la fille de François Ier, ça veut dire que c'est la petite-fille de Charles d'Orléans et que c'est pareillement la petite-fille de Louise de Savoie. Donc ça veut dire que la paix se négocie à ce niveau-là. Emmanuel Philibert a écrasé les troupes françaises. C'est l'une des plus grandes défaites de la France, mais il épouse la sœur du roi de France, signe que la violence peut déboucher sur un équilibre. Et pour ceux qui aiment les potins familiaux, ben, je pense que vous aurez déjà compris que celle qui épouse, c'est tout simplement sa petite cousine, ce n'est pas la première fois ni la dernière, mais en tout cas, ça veut dire que dans une Europe qui est un peu plus sous domination espagnole, la Savoie a retrouvé sa place. Elle a retrouvé sa place qui a été une place de fidélité à l'empereur et qui en même temps a fait que, in fine, elle n'a pas coupé le lien avec la maison de France, puisque, encore une fois, la duchesse de Savoie est une Marguerite de France. Donc, l'étape suivante, ce sera de voir comment, après cette très longue coupure de 23 ans, Emmanuel Philibert, qui n'est pas qu'un très grand capitaine, mais qui va se révéler être un excellent administrateur, un excellent organisateur, va réorganiser ses États, mais ce qui va l'obliger à prendre des décisions très importantes. Et on va voir que dans les années qui suivent 1559, on aura une bascule, et en particulier une bascule au sens presque géographique du terme. L'épisode qui vient d'être vécu a montré une chose, c'est la fragilité de la Savoie occidentale, trop proche des envahisseurs français. Mais donc, ce sera le prochain